si même dans les pires moments de notre existence, nous pouvions encore choisir notre attitude? Et si le sens de la vie ne dépendait pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous y répondons? Bonjour à toutes et à tous. Viktor Frankl, psychiatre de renommée internationale, a fondé une approche originale qui s'appuie sur la question du sens de la vie, la logothérapie. Cette thérapie est généralement qualifiée de troisième école viennoise de psychothérapie, car elle a trouvé son berceau en Autriche, à Vienne, dans la première moitié du XXe siècle, et a été élaborée après la psychanalyse de Sigmund Freud et la psychologie individuelle d'Alfred Adler. Enfant précoce, Frankl s'est intéressé dès l'adolescence à la psychologie et la philosophie. Il donne sa première conférence sur le sens de la vie à l'âge de 16 ans. Il correspond à cette époque avec Freud, puis rentre dans le cercle d'Alfred Adler, avant de créer par la suite sa propre école de psychothérapie. Particulièrement actif et entreprenant, encore jeune étudiant, il organise des actions de prévention du suicide dans sa ville de Vienne. Plus tard, sous le régime nazi, médecin neurologue et psychiatre, il n'hésite pas à falsifier des diagnostics médicaux pour sauver la vie de malades mentaux qui auraient été sinon euthanasiés. Puis, il sera lui-même déporté. Viktor Frankl cite souvent Nietzsche. Celui qui a un pourquoi lui donne un but peut vivre avec n'importe quel comment. L'objet et le défi de la logothérapie sont de faire d'une vie brisée un modèle de sens et de responsabilité. Elle vise à rendre le client conscient de ce qu'il désire vraiment dans la profondeur de son être. Certes, la recherche d'un sens à sa vie peut créer chez la personne une tension plutôt qu'un équilibre interne. Cette tension est toutefois indispensable à sa santé mentale. Rien au monde ne peut aider une personne à survivre aux pires conditions mieux que ne peut le faire sa raison de vivre. Nietzsche a raison quand il dit que celui qui a une raison de vivre peut endurer n'importe quelle épreuve, ou presque. Personne ne peut communiquer ce sens à quelqu'un d'autre. Chaque individu doit trouver sa propre réponse et assumer la responsabilité de mettre cette réponse en application. Dans la vision de Frankl, c'est que le sens de la vie est une énigme personnelle à découvrir, un challenge singulier. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait s'imaginer que c'était la vie qui nous questionnait, journellement et à toute heure. Nous devions répondre non par des mots et des méditations, mais par de bonnes actions, une bonne conduite. Notre responsabilité dans la vie consiste à trouver les bonnes réponses aux problèmes qu'elle nous pose et à nous acquitter honnêtement des tâches qu'elle nous assigne. La raison de vivre, en effet, varie en fonction des individus, de leur situation et de leur histoire. Ce n'est donc pas le sens global de la vie qui importe, mais bien celui que lui attribue une personne à un moment donné de sa vie. Inutile de chercher un sens abstrait à la vie. Chacun a pour mission de mener à bien une tâche concrète unique, et de ce fait, il ne peut être remplacé, de même que sa vie ne peut être renouvelée. Inutile de chercher un sens abstrait à la vie. Chacun a pour mission de mener à bien une tâche concrète unique, et de ce fait, il ne peut être remplacé, de même que sa vie ne peut être renouvelée. La vocation de chacun est donc unique, tout comme sa façon de la réaliser. Comme chaque situation représente un défi pour chaque personne, la question du sens de la vie peut en fait être posée à l'envers. En fin de compte, la personne ne devrait pas demander quelle est sa raison de vivre, mais bien reconnaître que c'est à elle que la question est posée. En un mot, chaque personne fait face à une question que lui pose l'existence, et elle ne peut y répondre qu'en prenant sa propre vie en main. C'est pourquoi la logothérapie considère la responsabilité comme l'essence même de l'existence humaine. Pleurer atteste de ce qu'un homme fait preuve du plus grand des courages, celui de souffrir. Qu'on me comprenne bien,
Loin de moi l'idée que la souffrance est nécessaire pour donner un sens à la vie. J'insiste seulement sur le fait qu'on peut trouver ce sens même à travers la souffrance, si celle-ci est inévitable. Lorsqu'un homme se rend compte que son destin est de souffrir, sa tâche devient alors d'assumer sa souffrance. Personne ne le soulagera de ses peines ou ne les endurera à sa place. Sa chance unique réside dans la façon dont il portera son fardeau. L'idée de Frankl est que la souffrance et les plus grandes difficultés de vie nous donnent une occasion de s'aligner comme jamais envers nos valeurs. Quelques prisonniers eurent l'occasion de s'élever à la grandeur par le biais même de leur souffrance et de la perspective de leur mort prochaine. Ils n'auraient pu, dans des circonstances ordinaires, atteindre ce sommet. Pour commencer, j'aimerais préciser que le logothérapeute s'intéresse d'abord au sens potentiel de chaque situation de la vie. En conséquence, je ne m'arrêterai pas ici au sens de la vie en général, bien que je ne nie pas qu'elle puisse en avoir un à long terme. Prenons par exemple un film. Il est formé de milliers d'images individuelles, chacune d'elles chargée de signification. Or, on ne comprend pas le sens du film tant qu'on n'en a pas vu la fin et avant d'avoir saisi le sens de chacune de ses composantes et de chaque image. N'en est-il pas ainsi dans la vie? Le sens final de la vie ne se révèle-t-il pas seulement à la fin, au seuil de la mort? Une vie sans sens pour lui est la cause de beaucoup de difficultés psychologiques, comme la dépression, l'addiction ou le fait de remplir notre vie par des objets extérieurs, recherche de pouvoir, d'argent. Désormais, ni son instinct, ni la tradition ne dictent à l'homme sa conduite. Il lui arrive même de ne pas savoir ce qu'il veut, ou il cherche à imiter les autres, le conformisme, ou il se plie à leurs désirs, le totalitarisme. L'optimisme tragique. Il s'intéresse à comment dire oui à la vie en dépit de tous ses aspects tragiques. Et cela nécessite pour lui d'avoir un optimisme tragique, c'est-à-dire de rester optimiste en dépit de la triade existentielle tragique, la souffrance, la culpabilité et la mort. Dans « Chercher à être heureux », Viktor Frankl fait la distinction entre chercher à être heureux et chercher une raison d'être heureux. Être heureux est une propriété émergente. On n'agit pas dessus directement. C'est comme le sommeil. Plus on cherche à dormir, plus on s'agite et plus cela retarde le sommeil. La seule possibilité est d'instaurer un contexte calme pour créer des conditions favorables à l'endormissement. Une personne en fait trop, précisément quand il n'y a rien de particulier à faire. Malheureusement, l'utilité d'une personne est habituellement définie en regard de sa contribution à la société. La société moderne est davantage axée sur l'accomplissement et, en conséquence, chérit les individus prospères et heureux, et en particulier les jeunes. En fait, elle ne tient pas compte de la valeur des autres, ne faisant pas la différence entre la valeur d'une personne en fonction de sa dignité et sa valeur en fonction de son utilité. Pour Frankl, la maladie mentale et l'impossibilité à trouver du sens et à prendre la responsabilité de sa vie sont des causes importantes de souffrance. La personne qui cherche un sens à sa vie n'est pas malade. La personne qui est à la recherche d'une raison de vivre ou en proie au désespoir parce qu'elle ne la trouve pas souffre de détresse existentielle, mais certainement pas d'une maladie mentale. Il questionne ses patients pour repérer les raisons qui les rattachent à la vie en dépit de la souffrance. Chez l'un, c'est l'amour de son enfant qui l'attache à la vie. Chez l'autre, c'est un don, un talent à utiliser. Voici un passage sur comment il aborde l'envie suicidaire d'un patient. Je lui dis tout d'abord que mes patients m'ont maintes fois avoué combien ils étaient heureux que leur tentative de suicide ait échoué. Des semaines, des mois, des années plus tard, m'ont-ils affirmé, ils ont découvert une solution réelle à leurs problèmes, une réponse à leurs questions, un sens à leur vie. J'ajoute ensuite, même si la situation ne prend une tournure positive que dans un cas sur 1000, comment pouvez-vous être sûr qu'il n'en sera pas de même pour vous? Vous devez vivre pour voir ce qu'il en est
Et à partir de maintenant, vous êtes responsable de votre survie. Les situations de vie sont pour lui comme des potentiels à réaliser, à tout jamais sauvegardés dans le passé. On ne doit pas prendre en pitié les gens âgés, mais les envier plutôt. S'ils n'ont plus d'avenir, les vieux possèdent bien plus que cela. Au lieu de possibilités futures, ils possèdent des réalités passées, des potentialités qu'ils ont actualisées, des significations qu'ils ont découvertes, des valeurs qu'ils ont réalisées. Et rien ni personne ne peut les déposséder de ces trésors. Je ne me lasse jamais de répéter que les seuls aspects réellement transitoires de la vie sont les aspects potentiels qui, dès qu'ils sont actualisés, deviennent aussitôt réalité et sont préservés dans le passé où ils perdent leur caractère passager. Car, dans le passé, tout est conservé à jamais. En général, l'être humain ne se rappelle que le caractère éphémère de la vie au détriment de la richesse d'un passé qui conserve pour toujours ses actions, ses joies et ses souffrances. On ne peut pas revenir en arrière, ni abolir ses actions passées. Je dirais qu'avoir été est la forme la plus sûre d'être. Que lui importe de vieillir. Pourquoi regretter sa jeunesse et envier les jeunes? Pour les possibilités que leur réserve l'avenir. Non point. Elle est pleinement consciente de la richesse de son passé, qui contient non seulement la réalité du travail accompli et de ses amours vécus, mais aussi de ses souffrances bravement affrontées. Dans le pire des contextes, on reste libre de notre conduite. C'est la vie intérieure qui aide à la survie quand la vie extérieure est limitée ou privée de tous ses possibles. Construire une dimension symbolique, imaginaire et spirituelle lorsque le présent est pauvre ou terrible. L'appréciation des petits plaisirs reste possible dans un contexte de privation totale. La manière d'être connecté à nos valeurs transcende la réalité et ne dépend plus d'elle. Exemple. Se connecter à l'amour de sa femme ne dépend pas de sa présence. On peut être en survie et trouver du sens tout de même. L'importance du relationnel pour survivre psychologiquement, mais aussi physiquement. Avoir plus de nourriture, être protégé par d'autres prisonniers. Viktor Frankl nous invite à mettre au cœur de l'accompagnement et de nos vies la question du sens. Comme le font la psychologie existentielle, la thérapie d'acceptation et d'engagement et la psychologie positive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous rattache à la vie malgré tout? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et m'encourager à continuer. À très bientôt pour une nouvelle exploration du sens.